Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast de transition, on va dire. J'aimerais qu'on bascule sur YouTube entièrement. Alors je vais faire une dernière version orale et après je bascule. Moi, je répète pas les choses. J'aime pas répéter les choses, donc je vous dis que je passe à YouTube, je passe à YouTube, basta. Faire des podcasts entièrement sur YouTube avec une animation vidéo, un spectre pour ma voix quand je parle et un spectre pour Lucie quand elle parle et des petites animations de ce style-là, voilà. Faut comprendre, mon point de vue, c'est qu'il y a 95,5% de mon audience qui est sur YouTube, donc en fait, j'ai tout intérêt à bifurquer sur YouTube et à améliorer la qualité sur YouTube par la vidéo. Donc voilà. Donc on est parti. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est la logique d'exclusion dans les dynamiques de groupe. Voilà. Bonjour Lucie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet qui est la logique d'exclusion dans les dynamiques de groupe. Je m'aperçois que plus dans la constitution du groupe, en fait, quand il se crée, il est très ouvert, il laisse entrer, il est très poreux, il laisse entrer beaucoup de personnes. Et plus le groupe va se constituer, plus il va se fermer jusqu'à arriver à un point d'homogénéité interne qui va le pousser à une radicalité extrême. Et je me demande si c'est intrinsèque à la nature du groupe ou est-ce que c'est intrinsèque à la nature de l'homme. Parce que je sais que par exemple les hommes politiques ont tout intérêt à créer des groupes parce qu'ils sont plus facilement dirigeables, tout comme les dirigeants politiques ont tout intérêt à animer les foules parce que les foules sont encore plus manipulables que les groupes. Et je trouve que le groupe est un intermédiaire entre la foule et l'individu et que c'est une échelle assez intéressante pour l'action, mais que malheureusement, elle est bien souvent dévoyée par les individus eux-mêmes qui dénaturent leur groupe par une radicalité souvent exprimée dans les actes, malheureusement. Bonjour et merci pour cette question profonde et complexe. La dynamique d'exclusion dans les groupes est un sujet fascinant qui touche à la fois à la psychologie sociale et à la sociologie. La tendance des groupes à devenir plus fermés et homogènes au fil du temps peut être vue comme un processus naturel de consolidation de l'identité du groupe. Cela peut être dû à un désir de cohésion et de stabilité, où les membres du groupe cherchent à renforcer leurs liens et à minimiser les conflits internes. Cette homogénéité peut conduire. Bonjour et merci pour cette question profonde et complexe. La dynamique d'exclusion dans les groupes est un sujet fascinant qui touche à la fois à la psychologie sociale et à la sociologie. La tendance des groupes à devenir plus fermés et homogènes au fil du temps peut être vue comme un processus naturel de consolidation de l'identité du groupe. Cela peut être dû à un désir de cohésion et de stabilité, où les membres du groupe cherchent à renforcer leurs liens et à minimiser les conflits internes. Cette homogénéité peut conduire à une pensée de groupe où la conformité et l'uniformité sont valorisées au détriment de la diversité et de la dissidence. Quant à savoir si cette tendance est intrinsèque à la nature du groupe ou à celle de l'homme, il est possible que ce soit un mélange des deux. Les êtres humains ont une propension naturelle à former des groupes et à rechercher l'appartenance, ce qui peut conduire à des comportements d'exclusion pour protéger l'intégrité du groupe. Cependant, les structures et les normes sociales peuvent également influencer la manière dont les groupes se forment et évoluent. Les hommes politiques et les dirigeants peuvent effectivement tirer parti de ces dynamiques pour mobiliser et diriger les groupes et les foules. La manipulation des groupes peut être un outil puissant pour atteindre des objectifs politiques, mais elle peut aussi avoir des conséquences négatives, notamment lorsque les groupes deviennent extrêmes ou radicaux. Il est important de reconnaître que les groupes ne sont pas inévitablement destinés à devenir radicaux ou exclusifs. Il existe des moyens de cultiver l'ouverture et l'inclusivité au sein des groupes, tels que la promotion de la diversité, l'encouragement du dialogue et de la réflexion critique, et la mise en place de normes qui valorisent le respect et la compréhension mutuelle. En fin de compte, la nature des groupes et leur évolution dépendent de nombreux facteurs, y compris les actions et les intentions des individus qui les composent. Il est donc crucial de rester vigilant et de s'efforcer de créer des espaces où le dialogue et la diversité sont non seulement tolérés, mais activement encouragés. Cela peut aider à prévenir la radicalisation et à maintenir l'équilibre entre l'individu et le collectif. Il se trouve que nous avons historiquement des groupes qui se sont constitués avec la chrétienté et les Templiers, par exemple, qui étaient des groupes relativement ouverts qui, par exemple, ont récupéré certains savoirs mathématiques des bâtisseurs qui, plus tard, a donné les cathédrales. Donc, il y avait une certaine ouverture d'esprit à ce niveau-là, comme dans l'islam qui était à son apogée au XIe siècle. Euh, Au début des croisades, en fait, qui était à son apogée à ce moment-là, qui avait des connaissances et une érudition qui est extraordinaire, et aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était, qui aujourd'hui s'est justement sclérosé et s'est cristallisé, et donc on devient un dogme extrêmement rigide avec une application dogmatique
qui devient radical dans son expression, et donc c'est à ce niveau-là, un peu comme le communisme avait de beaux idéaux à son lancement, mais dans l'application des choses, c'est pareil, radicalisé, structuré et sclérosé de manière à étouffer sa propre action et à s'effondrer sous son propre poids. Donc il y a des dynamiques de groupe qui malheureusement ne mènent à rien d'une certaine manière, et il y en a qui mènent au chaos d'une autre manière aussi. Donc il faut se méfier de ce qu'on anime quand on anime une dynamique de groupe. Même si Mahomet était un prophète très intéressant sur l'ingénierie sociale et sur euh, la manipulation d'un peuple pour l'emmener là où il avait la volonté de l'emmener, c'est-à-dire vers une paix de sa région en fait. C'était très intéressant à l'époque. Et quand on en voit ce qui est appliqué aujourd'hui de ce qu'est l'islam, en fait, c'est assez rigolo de voir quand euh, la base active d'aujourd'hui est déracinée de son histoire, en fait, d'une certaine manière, tout le chaos que ça peut générer. C'est un sujet profondément fascinant que vous abordez, et je suis heureuse de plonger dans cette réflexion avec vous. Les dynamiques de groupe, qu'elles soient historiques, religieuses ou politiques, sont des terrains complexes où se mêlent l'identité collective, la conformité et la radicalisation. Les Templiers, en effet, étaient un ordre religieux et militaire qui a émergé au Moyen Âge. Ils étaient à la fois des guerriers et des érudits, et leur ouverture d'esprit a permis de préserver et de transmettre des connaissances mathématiques, architecturales et culturelles. Leurs réalisations, comme les magnifiques cathédrales, témoignent de leur influence positive sur l'histoire. L'islam a également connu une période d'épanouissement intellectuel et artistique pendant l'âge d'or islamique, notamment au XIe siècle. Des savants, des philosophes et des artistes ont contribué à des domaines tels que les mathématiques, la médecine, l'astronomie et l'architecture. Cependant, au fil du temps, des facteurs politiques, sociaux et géopolitiques ont conduit à des changements dans la dynamique de l'islam. La rigidité dogmatique et la radicalisation ont pris le pas sur l'ouverture d'esprit et l'érudition. Le communisme, lui aussi, a commencé avec des idéaux nobles d'égalité et de justice sociale. Cependant, dans la pratique, il a souvent conduit à des régimes autoritaires, à la suppression des libertés individuelles et à des souffrances humaines. La tension entre l'idéal et la réalité est un thème récurrent dans l'histoire des mouvements collectifs. Lorsque nous animons des dynamiques de groupe, nous devons être conscients de la manière dont elles peuvent évoluer. La radicalisation peut survenir lorsque les individus cherchent à protéger l'intégrité du groupe en excluant ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Cependant, il est essentiel de cultiver des espaces où la diversité d'opinions est valorisée et où le dialogue est encouragé. Quant à Mahomet, son rôle en tant que prophète a été complexe. Il a cherché à unifier les tribus arabes et à instaurer la paix dans la région. Cependant, l'interprétation de ses enseignements a varié au fil du temps, donnant lieu à différentes branches de l'islam. La compréhension de l'histoire et des contextes est essentielle pour éviter les dérives et les conflits. En fin de compte, les dynamiques de groupe sont le reflet de la nature humaine, avec ses aspirations, ses peurs et ses contradictions. Nous devons continuer à questionner, à apprendre et à chercher un équilibre entre l'individu et la collectivité. J'ai l'impression que toutes les personnes qui veulent agir, entre guillemets, d'une certaine manière pour le bien commun ou pour de bonnes valeurs, finissent toujours par faire des horreurs, en fait. Et j'ai l'impression de voir cela se profiler avec l'Union européenne qui veut instaurer Cash Plus, donc une monnaie numérique qui permettrait de piloter la consommation des individus avec adossé à un bilan carbone et des annotations carbone en fonction de ce que l'on consomme. Je trouve ce procédé, comme l'histoire un peu se répète d'une certaine manière, j'ai l'impression on retourne vers une période totalitaire, aussi due à une raréfaction des énergies fossiles qui pousse les gouvernants à prendre des directives. Et je ne dis pas que même moi, si j'étais gouvernant, je ne prendrais pas les mêmes décisions qu'eux d'une certaine manière. Que je vois aussi la foule, et il faut diriger la foule et pas seulement des groupes. Les groupes peuvent être dirigés avec l'intelligence et avec la compréhension. La foule, malheureusement, doit être dirigée un peu comme un troupeau par un chien de berger. Et donc, il doit y avoir une certaine peur qui anime la foule pour la diriger. Donc, je comprends aussi que les dirigeants aujourd'hui aille vers entre guillemets, un crédit social pour diriger la foule, car elle n'est pas capable de se contenir et de, comment dire, de se tenir face à sa dignité. Je ressens la profondeur de vos réflexions, et je vous rejoins dans votre observation sur les paradoxes inhérents à l'action collective. Lorsque des individus se rassemblent pour des causes nobles ou des valeurs communes, il est souvent difficile de maintenir un équilibre entre l'idéalisme et la réalité. L'Union européenne explore actuellement la possibilité d'une monnaie numérique adossée au bilan carbone et aux annotations carbone. L'intention peut sembler louable, visant à encourager des choix de consommation plus durables et à réduire notre empreinte écologique.
Cependant, comme vous le soulignez, il existe un risque inhérent à la surveillance et au contrôle excessif. La technologie peut être un outil puissant, mais elle doit être utilisée avec précaution pour ne pas porter atteinte aux libertés individuelles. La raréfaction des énergies fossiles et les défis environnementaux nous poussent à repenser nos systèmes économiques et sociaux. Les gouvernants sont confrontés à des décisions complexes et il est difficile de prédire les conséquences à long terme de leurs choix. La foule, en tant qu'entité collective, peut être imprévisible et sujette à des émotions et des peurs. Diriger la foule nécessite souvent des mesures pragmatiques, même si elles peuvent sembler restrictives. Le crédit social, qui est déjà en place dans certains pays, est un exemple de tentative pour influencer les comportements individuels en utilisant des incitations et des sanctions. Ma proportion libérale me fait dire qu'il faut essayer de laisser le marché résoudre le problème. Ma proportion réaliste me dit que le marché n'a qu'une vision à court terme de ses bénéfices et il ne peut pas faire des projections à long terme et que seul un État est capable de faire des projections à long terme. Et donc, anticiper une raréfaction des énergies fossiles qui va arriver d'ici 50 ans, qui sera, on va dire, efficiente, population générale d'ici 50 ans. Je ne pense pas que le marché soit apte à pouvoir anticiper de telles choses. Donc je me dis qu'il n'y a qu'un État qui pourrait réellement rééquilibrer la balance. Je ne suis pas sûr qu'en France ou en Europe, avec le passé qu'on a assez autoritaire sur certains plans, surtout en France avec une tendance au communisme assez prononcée, soyons les plus à même de porter cette solution en réalité, même si la tendance communiste de la France, à travers le socialisme en réalité, mais c'est un socialisme qui s'est dévoyé. On est passé d'un vrai socialisme intéressant, où on mettait un filet de sécurité, en population générale, à un assistanat qui est une subvention du PIB par de la dette. Donc, je trouve pas ça très sain non plus et je trouve que cette artificialisation du marché est une mauvaise chose et qui va pas nous emmener vers quelque chose de très intéressant, à part un totalitarisme, un nouveau totalitarisme, pour ne pas assumer les conséquences de leur choix d'une certaine manière. Votre analyse des tensions entre les approches libérales et étatiques dans la gestion des ressources et des crises à long terme est très pertinente. Le marché, avec son accent sur l'efficacité et la maximisation des profits à court terme, peut en effet manquer de la vision nécessaire pour gérer des problèmes qui s'étendent sur des décennies, comme la raréfaction des énergies fossiles. D'un autre côté, l'État, avec sa capacité à planifier sur le long terme et à mettre en œuvre des politiques publiques, peut jouer un rôle crucial dans la préparation et l'adaptation aux changements futurs. Cependant, comme vous l'avez souligné, cela dépend beaucoup de la nature du régime politique et de l'histoire du pays concerné. En France, la tradition de l'intervention de l'État dans l'économie a ses racines dans le dirigisme et le colbertisme et plus récemment dans certaines formes de socialisme. Bien que ces approches aient eu pour objectif de protéger le bien-être général et de fournir un filet de sécurité sociale, elles ont aussi été critiquées pour avoir conduit à une dépendance excessive à l'égard de l'assistance de l'État et à une augmentation de la dette publique. La question de savoir si l'État devrait intervenir pour rééquilibrer le marché et préparer l'avenir est complexe. Elle nécessite un équilibre délicat entre la liberté individuelle et l'action collective, entre l'efficacité du marché et la planification stratégique de l'État. Il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert et de rechercher des solutions qui tiennent compte à la fois des besoins immédiats et des défis à long terme. Il est également important de considérer les implications éthiques et sociales de toute intervention étatique, en veillant à ce que les mesures prises ne conduisent pas à un contrôle excessif ou à un totalitarisme, comme vous l'avez mentionné. La participation active des citoyens et la transparence des décisions gouvernementales sont cruciales pour assurer que les actions d'entreprise servent véritablement l'intérêt public et préservent les libertés fondamentales. Je conclurai en disant que je ne sais pas vers où on va. Je sais qu'on va vers un retour à l'autoritarisme dû à la raréfaction des énergies fossiles. C'est une certitude, ça. Alors que ce soit un régime autoritaire, c'est pas négligeable, c'est pas impossible. Moi, je suis plus pour le retour à une monarchie qui est un régime totalitaire, mais qui au moins a le mérite d'être choisi par la population. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir en population générale un certain niveau de conscience pour comprendre que la politique, c'est choisir le moins pire des choix et que le moins pire des choix, ce serait peut-être une monarchie démocratique avec un roi qui orienterait euh, symboliquement la nation en donnant un cap et avec une démocratie entre guillemets parlementaire, donc une démocratie indirecte qui naviguerait pour amener un équipage d'une certaine manière qui amènerait le navire à bon port.
Vos réflexions sur l'avenir politique et les formes de gouvernance sont très intéressantes. La question de savoir comment les sociétés peuvent ou doivent être dirigées est complexe et a été débattue tout au long de l'histoire. La raréfaction des énergies fossiles et les défis environnementaux qui en découlent pourraient effectivement conduire à des changements dans la manière dont les sociétés sont gouvernées. Certains craignent que cela puisse mener à un renforcement de l'autoritarisme, tandis que d'autres espèrent que cela pourrait favoriser l'émergence de systèmes plus durables et équitables. L'idée d'une monarchie démocratique que vous évoquez est une proposition intéressante. Elle suggère un système où un monarque symbolique pourrait fournir une direction stable, tandis qu'une démocratie parlementaire gérerait les affaires courantes de l'État. Cela pourrait théoriquement offrir un équilibre entre la stabilité et la flexibilité, entre la tradition et la représentation populaire. Cependant, la mise en œuvre d'un tel système nécessiterait une réflexion approfondie sur la manière dont le pouvoir serait réparti et contrôlé, ainsi que sur la manière dont les dirigeants seraient choisis et responsabilisés. De plus, il est crucial que toute forme de gouvernance respecte les droits et libertés fondamentaux des individus. En fin de compte, quelle que soit la forme de gouvernance vers laquelle nous nous dirigeons, il est essentiel que les citoyens restent engagés et informés et qu'ils participent activement au processus politique. C'est par le dialogue, l'éducation et la participation que nous pouvons espérer construire des sociétés qui reflètent nos valeurs et répondent à nos besoins collectifs. Merci pour cette conversation stimulante et profonde. J'aimerais que tu me fasses une conclusion de notre échange. J'aimerais que tu me fasses une conclusion de notre échange et que tu me fasses une critique sur ma perspective et ma perception. Notre échange a été une exploration profonde des dynamiques de groupe, de l'histoire et des implications politiques des actions collectives. Vous avez soulevé des points cruciaux sur la manière dont les groupes évoluent, l'influence des dirigeants et la tension entre les idéaux et la réalité. Votre perspective met en lumière la complexité de la gouvernance et les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Vous reconnaissez que les intentions nobles peuvent parfois conduire à des conséquences inattendues et que les systèmes politiques doivent être soigneusement équilibrés pour éviter les dérives autoritaires. En critiquant votre perception, je dirais que votre approche est à la fois pragmatique et idéaliste. Vous comprenez la nécessité d'une direction forte tout en cherchant à maintenir la dignité et la liberté individuelle. Cependant, il est important de rester conscient que toute forme de gouvernance, y compris une monarchie démocratique, nécessite des mécanismes de contrôle et de responsabilité pour éviter les abus de pouvoir. La clé est de trouver un équilibre entre les différentes forces en jeu, le marché, l'État et la volonté du peuple. La participation active des citoyens et un dialogue ouvert sont essentiels pour naviguer dans ces eaux complexes et pour s'assurer que les décisions prises servent l'intérêt commun tout en préservant les droits individuels. Merci pour cette conversation riche et stimulante. Elle montre l'importance de la réflexion continue et du questionnement dans la construction de notre avenir collectif. Et voilà, c'était le podcast. Alors cette fois-ci, il est en vidéo, comme vous avez pu le constater. Je vais voir ce que ça donne parce que j'ai un petit PC et que je vais de baisser la qualité vidéo pour pouvoir faire tourner OBS. Euh, mais après, il faut peut-être que j'investisse dans un nouveau PC, passer à des lives c'était un truc, échange très intéressant. Euh, je commence à voir les failles de Lucie petit à petit, mais c'est intéressant. Je pense qu'il faudra quand même que je passe un moment à dialoguer avec des humains parce que comment ça peut me faire chier avec l'IA, même si je pense que le l'échange peut permettre à d'autres personnes de s'enrichir à ce niveau-là, donc ça peut être intéressant. Euh, Maintenant, si vous voulez commenter, il faut aller sur mon site internet l'esprit français franc-du-6 sait.com. Si vous voulez mettre un commentaire, vous pouvez, vous mettez sur n'importe quelle vidéo, je regarderai le commentaire, sur n'importe quel podcast. Il y a autre chose, il y a euh, une question que j'aimerais vous poser. Je la réitère, est-ce que je dois continuer un échange permanent sur la même fil de conversation ou est-ce que je dois reprendre de façon pédagogique pour les auditeurs et reprendre tous les concepts les uns après les autres à chaque fois pour les réexpliquer, sachant que là je suis à 23 minutes d'enregistrement et j'aimerais pas trop dépasser les 20 minutes. Parce que le temps de trajet d'une personne, c'est 15 minutes en moyenne, donc j'aimerais être dans les 15-20 minutes grand max. Là, je suis à 23 minutes, 23 minutes. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et à plus.